C'est la barre des 50 contaminations, 56 exactement, au bilan d'hier samedi dans l'après-midi, bilan donné par le ministre de la Santé. 56 cas au Sénégal, 51 encore sous traitement. L'Italie paie le plus lourd tribut depuis le début de la pandémie, avec plus de 4000 morts, plus que la Chine, d'où est partie la maladie. C'est en Italie que se trouve en duplex l'invité du grand jury ce dimanche. Bonjour Cécile Kienge. Bonjour à tous. Vous êtes médecin, on l'a dit, ancienne ministre italienne d'origine RD congolaise. Vous avez été ministre de l'intégration d'Italie d'avril 2013 à février 2014. Votre pays est devenu l'épicentre du coronavirus. Les hôpitaux et les soignants sont débordés avec près de 50 000 malades enregistrés dans le pays. Même des médecins qui étaient partis à la retraite sont rappelés ou ont décidé volontairement de venir aider les équipes médicales. C'est votre cas. Vous avez décidé d'aller aider les personnels soignants de la région de Vénétie, l'une des plus touchées d'Italie. Merci. Comme vous venez de le dire, l'Italie est débordée. J'ai été ministre en Italie, député national, mais aussi député au Parlement européen. Mais avant tout ça, je suis médecin. Et vous savez, quand on est médecin, on l'est pour toute la vie. On prête le serment d'Hippocrate. Et c'est-à-dire que dans chaque situation, devant toute calamité, et on doit être prêt, on doit prêter service, on doit être au secours du prochain. Et donc aujourd'hui, devant la situation que nous sommes en train de vivre, il n'y a plus assez de médecins, il y a beaucoup de malades, et le système sanitaire est pratiquement en crise, une crise très profonde, et j'ai décidé de donner ma disponibilité pour être au service du prochain. Vous êtes donc en plein dans les opérations. Comment ça se passe? Comment vous gérez tout ça? Comment vous vivez tout cela? La situation n'est pas simple, elle n'est pas facile à gérer. Je dois d'abord donner la première recommandation. C'est celle de répéter chaque jour plusieurs fois. Ça vaut pour l'Italie, ça vaut pour l'Europe, ça vaut pour l'Afrique, ça vaut pour tous les pays. C'est de demander à la population de suivre les consignes qui ont été données par les autorités, de rester à la maison. Quand on donne des consignes sur une restriction sévère des déplacements, un confinement, des mesures de confinement, il faut les observer. C'est de cette façon que vous pouvez aider votre personnel soignant. Et le personnel soignant vous prend en charge. Il a en quelque sorte votre vie en main, mais il faut l'aider. Et du point de vue émotif, c'est pas simple. Du point de vue aussi du travail, et tout le monde est débordé. L'Italie a fait cet appel de demander la disponibilité de tous ceux qui étaient en pension, des médecins en pension, des médecins comme moi, puisque moi actuellement je vis à Bruxelles, donc je suis consultante, j'habite à Bruxelles, mais j'ai décidé de prendre une période de repos pour rentrer en Italie et aller donner un coup de main. Et je crois que si votre pays vous appelle ou même pas, puisque quand vous êtes médecin, c'est pas seulement de répondre à votre pays, mais c'est de répondre aux besoins qui sont là. Et je crois que c'est de cette façon que... Donc, quand vous êtes médecin, vous répondez aux besoins qui sont là, aux besoins qui s'imposent, à la situation qui se présente. Et voilà, vous n'avez pas de choix. Et je crois que on est médecin dans la vie, on est médecin pour toute la vie, on est médecin dans la tête, dans le cœur, et on doit être tout le temps disponible. Ouais, c'est ça. Très, très émouvantes, ces images qui nous viennent d'Italie, des médecins, des infirmiers exténués qui ne dorment plus. Je rappelle rapidement, aujourd'hui, l'Italie compte 47 000, un peu plus que 47 000 des personnes qui ont été contaminées, et presque 38 000 des malades. Ce sont des malades qui sont positifs et au test du Covid-19. C'est-à-dire presque 20 000 ont été isolés directement en quarantaine dans leur maison. 16 000 sont actuellement hospitalisés
avec des symptômes, c'est-à-dire ils présentent déjà des symptômes et presque 3000 ils sont en thérapie intensive. Alors vous voyez que c'est en très peu de temps que l'Italie est partie de 3 cas. Et je rappelle, on a commencé à la fin du mois de janvier et nous sommes arrivés un peu aux statistiques que je suis en train de vous dire. 5000, ce sont les personnes qui ont été guéries et 4000 et un peu plus que 4000 sont les personnes victimes, c'est-à-dire les morts. Il y a quelques jours, ça a fait écho. On n'arrive même plus à pleurer, on n'arrive même plus à enterrer les morts. Et je rappelle que durant cette période, parmi les mesures qui ont été prises, est qu'il n'y a pas de funérailles. Durant toute la période d'épidémie, il n'y aura pas de funérailles. Et donc vous sentez que c'est vraiment dur. Et même si vous avez de l'expérience, trop de malades et trop de victimes en très peu de temps, ça n'arrive pas souvent. Et donc, avant d'être médecin, avant d'avoir sa blouse blanche, on est quand même humain. Oui. Comment des pays développés comme l'Italie, avec un système de santé archi-performant, ont-ils pu être surpris par cette maladie? Difficile de prévoir ce genre de scénario. Vous savez, c'est pas facile de faire des prévisions. C'est pas facile pour beaucoup de motifs. Premièrement, et avec l'épidémie du Covid-19, il faut savoir qu'on n'a pas de médicaments, on n'a pas un vaccin jusqu'à présent, et donc c'est un peu difficile de pouvoir faire des prévisions. Pour la première fois qu'on a vu en Chine, éclater en Chine vers la fin du mois de décembre, on n'arrivait pas à croire que ça pouvait mettre en crise notre système de santé, puisque c'est le système de santé italien a toujours été considéré comme un système très solide, un système un des meilleurs. Par exemple, au monde, il a été envié par beaucoup d'autres pays. Et pourtant, comme vous voyez, l'Italie est en crise. C'est-à-dire, et je ne cesse de le répéter, il faut respecter les consignes qui vous sont données par vos autorités. Au premier point, comme je vous ai dit il y a quelques minutes, il faut respecter les mesures de confinement, puisque c'est en évitant des rassemblements, en évitant des rapports sociaux avec d'autres personnes, on essaie un peu de limiter la contamination, on essaie de casser cette chaîne de transmission, mais c'est pas pour ça que le virus disparaît d'un jour à l'autre. Le virus, il part très vite. Le virus, il se propage très très vite et on doit courir en quelque sorte, d'une façon, dans un sens figuré, on doit courir plus vite que le virus. C'est-à-dire, on doit prendre des mesures, on doit prendre des décisions, on doit essayer aussi de faire que le pic épidémique ne soit pas trop aigu. C'est-à-dire trop de malades en très peu de temps. Au fait, c'est ce qui est arrivé en Italie. Je vais vous expliquer. Oui, allez-y. Oui, nous sommes passés de 3 cas à la fin du mois de janvier et jusqu'à 47 000 personnes qui ont été contaminées. Comment ça a été possible? Et on a un peu sous-estimé la vitesse avec laquelle ce virus se propageait. Et comme je vous ai dit, il y a aussi l'hygiène qui compte beaucoup. Et donc, des mesures d'hygiène, il faut laver les mains, il faut être attentif. Chaque fois que vous changez de milieu, il faut que vous nettoyez vos mains avec de l'eau, avec du savon. Et puis, il y a aussi des désinfectants qu'on peut toujours utiliser. Il faut éviter d'aller vers rendre visite, par exemple, aux personnes vulnérables, les personnes âgées ou bien les personnes qui sont déjà atteintes par d'autres maladies. Alors, quand ces personnes sont atteintes, ce sont des personnes qui n'ont pas un système immunitaire très fort. Et donc, très facilement, ils tombent ils attrapent le virus et arrivent facilement à des complications comme l'insuffisance respiratoire. Alors, avec l'insuffisance respiratoire, et vous savez qu'en Italie, on a beaucoup de personnes
personnes âgées. Et donc, du coup, parmi les mesures qu'on a et qui sont sorties qui ont été mis dans le décret, il faut éviter aussi les contacts avec les personnes vulnérables. Parmi ces personnes vulnérables, il y a les personnes âgées. Et donc, toutes ces personnes qui ont été atteintes au début de l'épidémie, c'est-à-dire avec le fait que personne ne croyait que ça pouvait donner des complications aussi graves en très peu de temps, ils ont rempli les hôpitaux dans des villes et zones rouges, comme on les a appelées. Il y a eu beaucoup de malades, il y a eu beaucoup de personnes avec l'insuffisance respiratoire qui avaient besoin d'être réanimées à l'aide d'un respiratoire, et malheureusement, il n'y en a pas assez. Il n'y en avait pas assez, et donc on a été obligé en très peu de temps de commencer à construire comme en Chine, comme vous voyez effectivement dans ce qui se passait dans les images que tout le monde observait en Chine. On a commencé à multiplier, à ouvrir des hôpitaux qu'on avait déjà fermés, à essayer d'avoir d'autres appareils, mais ces complications, ça part très vite. Et donc, le système italien a été mis en crise. Et je vous dis, si un système solide comme le système italien, avec des hôpitaux qui sont équipés, a été mis en crise, et nous sommes là en train de pousser un cri, de lancer un cri d'alarme à tous les autres pays. Équipez-vous, essayez d'agir maintenant, essayez d'intervenir maintenant avec toutes les mesures qui ont été lancées par l'Organisation mondiale de la santé. C'est une pandémie, et donc ça ne va pas s'arrêter à l'Italie. Oui, ça craint. Le fait de voir le coronavirus se propager aussi spectaculairement en Europe a sans doute poussé certains, surtout en Afrique, à croire que les Européens étaient plus vulnérables à ce virus. Permettez-moi ici de lancer un autre message. Le Covid-19 n'atteint pas seulement les Européens. Le Covid-19 peut toucher n'importe qui. On a eu des cas des victimes d'origine africaine, et il y a eu des morts en Afrique, il y a eu des morts aussi en Europe. Bon, l'épicentre aujourd'hui c'est en Italie, mais on voit déjà que c'est en train de se propager. Donc c'est pas pour ça que peut-être certains pays peuvent regarder et dire « Ok, ça atteint plus les Européens que les Africains ». Non, monsieur, moi je crois qu'il faut, dès ce moment, commencer à faire comprendre à toutes les autorités que le Covid-19 ne regarde personne en face. Ça peut atteindre n'importe qui. C'est bien d'insister encore, de sensibiliser davantage tous ceux qui font des mauvaises interprétations de cette maladie. Eh bien oui, monsieur. Je connais des personnes qui ont laissé ces terres, des personnes qui sont mortes suite au Covid-19, et c'est pas facile à vous expliquer, c'est pas facile à dire, puisqu'on a toujours tendance à pouvoir croire que le Covid-19 ça touche une autre personne, ça passe très loin de nous, et on n'arrive pas encore à se rendre compte de ce qui se passe jusqu'au moment où il y a une personne dans votre entourage qui a été touchée. Alors là, vous vous réveillez à l'improviste et vous commencez à voir, c'est réel, c'est en train de se passer. Et parmi les facteurs qu'on a dû écrire on a dû noter sur les personnes qui nous ont laissé, les victimes, il faut voir l'âge. Je vous ai dit que la plupart ce sont des personnes âgées, donc il y a l'âge, il y a le fait d'être touché par d'autres maladies. Par exemple, parmi les personnes qui sont vulnérables, on peut aussi dire les diabétiques, les hypertendus, et ainsi de suite. Et les personnes qui ont été touchées avec moins de 50 ans, on peut dire c'est 1% sur le total de toutes des 47 000 personnes qui ont été contaminées. Donc vous voyez que c'est très peu, c'est vraiment très peu. Et je crois que sur la base de tout ça, on peut regarder la jeune population des personnes migrantes, et on peut tirer aussi les conclusions. Donc il y a
2-3 semaines, c'était surtout les personnes d'un certain âge. Et malheureusement, au fur et à mesure que le temps passe, aujourd'hui, on peut noter aussi que ça ne sera plus 1% puisque c'est en train de monter. Il y a beaucoup de jeunes qui commencent à être touchés. Et là, nous sommes en train de regarder, de chercher quels sont les facteurs qui font que les personnes jeunes aussi sont touchées. Alors, oui, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, je dois aussi préciser une chose, puisque quand j'ai parlé de 1% des personnes touchées, excusez-moi, mais je voulais par là dire 1% des personnes victimes. Et puisque sur le 47 000, on a beaucoup de personnes qui ont été contaminées et qui sont restés à la maison, parmi lesquels la plupart ce sont des jeunes et des jeunes qui ont été contaminés par le Covid-19 mais qui ne présentent pas de complications. Donc ils peuvent simplement développer des anticorps et rester à la maison, donc positifs, mais restent à la maison pour éviter le risque de contaminer aussi d'autres personnes. Et donc avec leur physique, le système immunitaire qui est assez fort, ces personnes arrivent à ne pas développer la maladie. Et c'est ça. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui croient que les Africains ne peuvent pas être touchés, mais c'est pas ça, monsieur. Je crois que il faut le dire, il faut le répéter à tout le monde, il faut le répéter à chaque personne. Tout le monde peut être touché. Oui. Et il y a des Africains touchés, bien sûr. Alors, ils sont combien ces Africains d'Italie touchés par le Covid-19 ? Non, c'est difficile de savoir puisque jusqu'à présent, on n'a pas ces données-là. Mais de toute façon, à cette question, d'ici peu, on pourra toujours le dire puisque, comme je vous ai dit, l'épidémie Covid-19, nous sommes seulement, l'Italie, c'est le premier pays en Europe qui a été touché et donc nous sommes en train de faire des analyses, nous sommes en train d'écrire des textes, il y a des experts sur ça puisque nous sommes dans un autre service et je crois que ça pourra aussi servir comme modèle aussi dans d'autres pays ou bien comme information dans d'autres pays. Mais en ce moment-ci, moi je ne peux pas vous dire il y a combien d'Africains qui ont été touchés. Mais il y a des Africains qui sont morts. Au Sénégal, un Sénégalais vivant en Italie a contaminé plus d'une vingtaine de personnes. On a vu d'autres émigrés rentrer au pays, sans doute pour fuir l'Europe, l'Italie, compréhensible ou bien il n'aurait pas dû. En ce moment, en Italie, il y a une panique généralisée. C'est difficile de pouvoir donner des consignes et que ces consignes soient respectées devant une crise pareille. Et donc, c'est très, très dur. L'Italie a donné des consignes. Vous pouvez me dire que c'est pas responsable de la part de toutes ces personnes qui sont parties, mais il y a aussi la responsabilité d'un autre gouvernement, quand les personnes arrivent, de pouvoir les contrôler, de pouvoir faire un dépistage, de pouvoir les mettre en quarantaine, et justement pour protéger la population, pour protéger les parents, pour protéger aussi même les personnes qui arrivent, puisque des fois ils se rendent pas compte qu'ils sont positifs, asymptomatiques, mais qui doivent être aussi ils doivent prendre soin de soi-même. Et donc, oui, je comprends votre position, mais je peux aussi vous dire que ce qu'on vit en Italie, c'est pas facile à gérer. C'est une panique totale, généralisée. Oui, les autorités sénégalaises ont procédé à des tests pour tout entrant dans le pays. Il y a eu des confinements aussi. Là, d'ailleurs, toutes les frontières sont fermées. Eh bien oui, sur ça je suis complètement d'accord et je soutiens votre gouvernement puisque en quelque sorte ça dénote un sens de responsabilité. L'OMS a donné des consignes qui doivent être appliquées dans tous les pays et donc il faut qu'ils commencent dès maintenant. Et d'ailleurs pour compléter ce point, l'Italie a mis en place des mesures de sanctions. Si vous sortez sans un motif valable, c'est-à-dire si vous sortez sans un motif qui soit conforme aux indications et aux consignes qui ont été données, eh ben là vous risquez jusqu'à 3 ans de prison. Vous parlez de l'OMS, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros
Adhanom Ghebreyesus a déclaré cette semaine, je cite, « L'Afrique doit se réveiller et s'attendre au pire ». Que comprenez-vous dans ces propos? Oui, puisque la plupart des dirigeants croient que cette pandémie du Covid-19, ça va affecter uniquement le système sanitaire. Eh bien non, puisque ça a des conséquences qui sont sur l'économie d'un pays. Vous voyez, ça fait presque un mois que l'Italie est ferme, que l'économie italienne est en train de subir une crise terrible, puisque les sociétés ne travaillent pas. Il faut penser à chercher un nouveau modèle de travail, par exemple le télétravail. Il faut chercher à voir comment faire avancer certaines usines, mais au fait, la conséquence qui est grave, à part la santé, mais c'est l'économie d'un pays. Et donc l'économie qui est déjà assez fragile dans beaucoup de pays d'Afrique, et je crois que le patron de l'OMS, il n'a pas tort. Ouais. Alors quand on regarde le système de santé dans plusieurs pays africains, un système de santé limite, défaillant, on se demande si l'Afrique elle pourra endiguer ce nouveau coronavirus, le Covid-19. Là, sur le continent, on est à plus de 400 cas dans plus de 30 pays. Bon, là, moi, je crois que tous les pays qui ont été touchés, tels que l'Italie, la France, l'Allemagne, les États-Unis, nous sommes tous en train de travailler pour trouver le vaccin. Et donc, jusqu'à présent, l'Afrique n'a pas été touchée comme tous ces pays que je vous ai cités. Et j'espère qu'on pourra trouver le vaccin le plus tôt possible. Et pour ce qui concerne cette pandémie, quand ça va arriver en Afrique, j'espère que les dirigeants africains pourront essayer de bénéficier aussi du travail qui a été fait en Italie ou bien en Chine, en Corée, puisque nous sommes en train d'étudier les modèles. Comment essayer de pouvoir arrêter cette épidémie? Eh bien, eux, ce sont les derniers. Donc, ils peuvent regarder les différents modèles, ils peuvent comparer les différents modèles, ils peuvent essayer de bénéficier de tout le travail qui a été fait dans tous les autres pays. Et si l'Afrique dès maintenant commence à travailler à tout ça, je crois que ils pourront être capables en quelque sorte de pouvoir arrêter cette chaîne de transmission et sauver aussi leur économie. Mais à la première place, c'est sauver des vies humaines, puisque l'objectif c'est ça, sauver les vies humaines. Oui, sauver les vies. Ça craint beaucoup au Sénégal par exemple, et peut-être dans d'autres pays, ça craint beaucoup en cas de complications pour les personnes contaminées, complications respiratoires. Oui, je crois que c'est le message qu'a voulu passer l'OMS, et c'est-à-dire de pouvoir renforcer vos systèmes sanitaires, puisque avec un système qui est fragile, ça sera vraiment difficile de pouvoir résister devant les complications du Covid-19. Et puisque déjà, si je vous parle de l'Italie, on a eu des difficultés dans des hôpitaux quand en une nuit il y a eu beaucoup de malades, de pouvoir de pouvoir réanimer tout le monde avec les appareils respiratoires. Donc on a été obligé de déplacer certains malades dans d'autres hôpitaux, mais c'est pas facile de faire le choix sur le moment. Et quand vous êtes là et quand vous voyez tout le monde souffrir, et c'est pas facile de faire ce choix-là, mais on peut aussi en profiter de fait que peut-être c'est un peu plus loin, mais on peut toujours déplacer certains malades. Et vous imaginez dans des centres, dans certains pays d'Afrique, là où il n'y en a pas. Et c'est difficile à croire, c'est difficile à pouvoir penser à ça. C'est pourquoi je vous dis, il faut très vite qu'on trouve un vaccin. Il faut aussi que l'Afrique commence à regarder les modèles qui sont en train d'être mis en place par beaucoup de pays, par celui qui a été utilisé par la Chine, par la Corée du Sud, par l'Italie, étudier tout ça. Et à côté de l'équipe scientifique, il faut aussi prévoir d'autres secteurs. Par exemple, le secteur de l'économie, par exemple, le secteur aussi culturel, puisque les personnes qui vont rester dans les maisons, il faudra aussi voir
comment essayer d'entretenir toutes ces personnes avant qu'ils ne puissent craquer. Et puis il y a un autre point. Je me demande si ça sera possible de pouvoir mettre des mesures, une restriction sévère des déplacements. Ça sera un peu compliqué, puisqu'il faudra des militaires, il faudra quelqu'un qui contrôle dans les rues, et vous voyez là qu'il y a différents secteurs qui doivent se coordonner pour arriver à une réponse finale qui puisse de toute façon arrêter cette contamination du Covid-19. Oui. En tout cas, pour ce qui est du Sénégal, le gouvernement a pris ce genre de décision, interdiction des rassemblements publics, fermeture des mosquées, surtout pour la prière de Djouma, la prière du vendredi. Et malheureusement, ce sont des décisions de l'État qui se heurtent à des réticences culturelles, surtout religieuses. C'est ça que je vous expliquais avant, puisque ça arrive d'un coup. Et donc, les personnes paniquent. Et c'est arrivé en Italie, il y a eu fuite des gens dans les zones rouges qui allaient autre part. À la fin, le gouvernement a été obligé de dire, c'est tout un pays qui part en quarantaine. Et je crois que de toute façon, il y a d'autres pays qui vont suivre ce modèle. Mettre tout un pays en quarantaine, ça a un impact négatif sur l'économie, mais ça sauve des vies humaines. Puisque en ce moment-là, c'est comme si rien ne bougeait. Et donc, à côté du secteur sanitaire, économique, culturel, il y a aussi des enfants qui doivent aller à l'école. Et donc, ils doivent entrer dans un système d'éducation qui est aussi un télésystème. Et tout ça, ça doit être mis en marche. Mais si vous ne pensez pas ça aujourd'hui, là où il n'y a pas encore beaucoup de complications, je crois que ça sera difficile en temps de crise de pouvoir mettre tout ça sur pied. Et c'est pourquoi en Italie, on a eu beaucoup de difficultés de pouvoir gérer les gens. Et donc maintenant, nous sommes entrés dans un système où c'est plus seulement le système sanitaire qu'on doit regarder, on doit faire face à une crise profonde des médecins, manque de médecins, manque du personnel soignant. Ce n'est plus seulement le système sanitaire, mais il y a tous ces secteurs-là que je suis en train de vous dire, mais qui peuvent être déjà, dès aujourd'hui, essayer de voir quel pourrait être l'alternative au cas où les personnes devraient rester dans leur maison, puisqu'il y a très peu de services qui peuvent fonctionner. Et donc, même l'Afrique, petit à petit, doit s'adapter à tout ça. Vous pouvez utiliser des messages à la télévision pour passer des messages autoritaires. Il faut aussi chercher un système de communication qui arrive le plus vite possible, qui soit capillaire et qui arrive à la population. Mais je peux dire que par exemple l'Afrique a beaucoup de radios, les radios ça fonctionne beaucoup, ça fonctionne bien et ça peut aussi aider beaucoup dans cette période de pandémie. Maintenant le confinement tel qu'il est fait en Europe, est-ce possible de faire la même chose en Afrique? Ce n'est pas le même urbanisme, les mêmes réalités socio-économiques. Ça ne sera pas exactement le même modèle puisque ça dépend du contexte, puisque même ici en Europe, le confinement tel que appliqué en Italie n'est pas le même. Et en France, ce n'est pas le même. Et en Allemagne, et j'imagine ça ne sera pas le même en Afrique. Mais je peux dire que l'Afrique a été confrontée à beaucoup de crises, d'épidémies. Je peux parler d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Et si vous vous rappelez bien, Sierra Leone, Guinée, ce sont des pays qui ont été terriblement touchés par Ebola et qui avaient des mesures de confinement. Il y avait des mesures de restriction même très sévères pour ce qui concernait les déplacements, pour ce qui concernait les contacts avec les parents, la population et surtout pour ce qui concernait aussi leur mode de vie qui a complètement changé. J'ai beaucoup travaillé sur l'épidémie d'Ebola quand j'étais au Parlement européen et donc c'était aussi de chercher un modèle, de chercher des centres bien équipés en cas d'épidémie. Pour Ebola, il n'y a pas seulement l'Afrique de l'Ouest, il y a aussi la RD Congo qui, ça fait des années et des années, qui est confrontée avec cette épidémie et qui met en place
presque chaque jour des mesures de confinement, des restrictions sévères pour ce qui concerne aussi le comportement, les déplacements de la population. Et donc vous voyez, l'Afrique a beaucoup de modèles. Il n'y a pas seulement la Chine, il n'y a pas seulement la Corée, il n'y a pas seulement l'Europe, mais il y a aussi l'Afrique elle-même avec ses épidémies précédentes. Quelle est l'expérience, les enseignements que l'Afrique doit tirer de cette pandémie? Là, c'est une très belle question. Je crois que ce qui est en train de se passer aujourd'hui nous donne l'opportunité, et je profite de votre émission pour lancer aussi un appel aux dirigeants africains, à l'Afrique, d'investir dans le développement. Investir dans le développement, c'est-à-dire développer son propre système sanitaire, avoir des hôpitaux équipés sur place, des infrastructures capables de pouvoir donner accès à tout citoyen sur le territoire, mais surtout aussi de penser à une politique de développement à 360 degrés. Et tout ça doit être capable d'observer et d'appliquer aussi l'agenda 2030 des Nations Unies, là où on trouve les objectifs du développement durable. Mais je crois que l'Afrique a aussi beaucoup d'autres instruments comme l'agenda 2063 et de l'Union africaine. Eh ben, c'est le moment de pouvoir commencer à regarder à son interne, de pouvoir investir prioritairement sur son territoire et surtout de donner accès à la santé, à l'éducation et à tout citoyen dans son pays. Il ne faut pas oublier aussi que le premier objectif de l'agenda 2030, c'est la lutte contre la pauvreté, puisqu'on a beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, n'arrivent pas à manger un plat par jour. Et je crois que on peut parler du système sanitaire, on peut parler de l'éducation, on peut parler de beaucoup d'autres objectifs, d'autres secteurs, mais il ne faut pas oublier aussi que la lutte contre la pauvreté reste une priorité dans tous les pays. Après, on se demande comment a-t-on pu avoir ce système de santé-là à cet instant de l'humanité, 60 ans après les indépendances? Qu'est-ce que les élites africaines depuis, elles ont fait pour améliorer ce système de santé, pour le construire? La nouvelle génération se pose des questions. Oui, je crois qu'il n'y a pas seulement l'incompréhension de la part des nouvelles générations, de nos jeunes, mais il faut penser positif. Je crois que c'est un grand défi. Eh ben oui, après 60 ans, il y a de quoi se demander, mais on doit relever ce défi, que ça soit en Europe, c'est-à-dire la diaspora qui est en Europe, que ça soit en Afrique, les Africains qui sont restés en Afrique. On doit tous travailler pour que finalement on puisse laisser en héritage un continent capable de pouvoir être autonome, capable de pouvoir profiter aussi de ses richesses et pas seulement de ses richesses, puisque l'Afrique est tellement riche qu'elle peut nourrir beaucoup d'autres continents, mais c'est surtout premièrement de pouvoir être dépendant et nourrir les habitants et ces habitants qui vivent sur le continent. Toujours à propos de l'Afrique et de la lutte contre le coronavirus et des conséquences économiques et autres, que dire également de la timidité des organisations régionales comme l'Union africaine ou sous-régionale comme la CEDEAO pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest qui concerne le Sénégal? Écoutez, ce qui est arrivé avec le Covid-19 c'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Même pas l'Italie, même pas l'Europe. Et donc, on a été obligé très vite de chercher un modèle de comment il faut intervenir dans ce cas-ci. Mais il faut aussi dire que les pays africains qui n'ont pas encore été touchés comme l'Europe peuvent regarder à l'Europe, aux pays qui ont été touchés, peuvent regarder à l'Asie et commencer à étudier tous ces cas pour pouvoir s'en sortir et voir quel est le modèle qui pourra fonctionner dans leur pays. Alors, il faut très vite instituer dans tous ces pays des équipes
d'un côté avec les scientifiques, d'un autre côté avec les décideurs politiques. Et ils doivent travailler ensemble. Ils doivent se mettre ensemble pour pouvoir travailler. Bon, ils vont y arriver, mais je crois qu'ils doivent aller très vite, puisque c'est pas simple. Le virus, il se propage très 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 vite, mais il faut aussi que les décisions soient prises à une telle vitesse, à la même vitesse. Je rappelle que notre invitée est Cécile Kingué. Vous êtes médecin, ancien ministre italien de l'intégration. Raconte-nous maintenant votre histoire, natif de RDC, arrivé en Italie en 1983. Qui êtes-vous? Je suis arrivé en Italie en 1983. Je me rappelle encore comme si c'était hier. J'avais un rêve, c'était celui de devenir médecin. Depuis l'âge de 5-6 ans, je me rappelle que j'ai toujours rêvé de devenir médecin et j'avais une grande admiration pour les médecins, leurs blouses blanches et le fait qu'ils arrivaient à être au service de tout le monde, ils écoutaient tout le monde. Et donc je les regardais avec une très grande admiration. En bref, quand j'ai eu 18 ans, j'ai décroché mon baccalauréat. Je me suis rendu compte que j'avais pas la possibilité d'étudier la médecine dans la ville là où j'habitais. Je suis partie à Kinshasa, mais ça n'a pas été possible. On m'avait inscrit en pharmacie, mais c'était pas là mon rêve. Donc très vite, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas continuer dans cette faculté. Il fallait que je continue à étudier la médecine. Il fallait que je commence plutôt à étudier la médecine. Et donc j'ai grâce à mon évêque à Lubumbashi. C'est au Katanga exactement, c'est dans le sud-est de la RDC, Congo. Donc dans le temps ça s'appelait encore Zaïre. Grâce à mon évêque, j'ai pu décrocher une bourse d'études. Je suis arrivée à Rome, toute contente, toute jeune. Je me disais finalement je peux réaliser mon rêve. Et donc et voilà, quand je suis arrivée à Rome, 2 jours après, je me suis rendu compte que cette bourse d'études n'existait pas au fait. Et elle n'était pas là. J'ai dû perdre une année pour faire l'inscription. J'ai dû perdre une année pour essayer de comprendre les mécanismes, la possibilité de pouvoir m'inscrire de nouveau à l'université. Mais j'ai étudié l'italien. Il fallait passer un test pour entrer à l'université. En peu de mots, je suis parvenue à faire mes études de médecine. J'ai terminé 6 ans après. Et au moment où je devais rentrer au Congo, en Afrique, pour aller travailler, et les conditions de mon retour ne se présentaient pas. Et c'est-à-dire, en ce moment-là, il y a eu tout un tas de changements. C'était le passage de Mobutu à Kabila et la situation politique. Le pays était politiquement instable. Je suis restée en Italie. J'ai fait ma spécialisation. J'ai pris ma spécialisation en ophtalmologie et j'ai pu terminer. Et quand j'ai terminé l'ophtalmologie, tout juste après, il fallait que je trouve un travail. Bon, on y arrive bientôt. Une belle histoire finalement. Eh ben voilà, j'avais une très grande détermination. Je savais ce que je voulais. Je voulais devenir médecin. Et je pouvais aller dans n'importe quel continent, mais il fallait que je devienne médecin. Et donc, bref, je reprends d'où nous sommes arrivés. Après ma spécialisation en ophtalmologie, au fait, j'ai commencé à travailler, je suis restée, je me suis rendu compte que il fallait plutôt commencer l'intégration là où je vivais, là où j'étais, jour après jour. Et donc, je me suis mariée, je suis mère de 2 enfants, 2 filles. Maïcha, c'est la plus grande. En Swahili, Maïcha, ça signifie vie. Et Julia, c'est la deuxième. Et je suis très orgueilleuse de mes enfants. Et donc, je me suis mariée, je suis mère de 2 enfants, j'ai commencé à travailler. Ça n'a pas été facile puisque mère de 2 enfants, médecin, et je travaillais. Et en même temps, j'ai commencé à m'intéresser aussi de la politique. Petit à petit, je me suis rendu compte que les conditions des migrants en Italie n'étaient pas faciles. Comment avez-vous réussi votre intégration en Italie? Ben, vous savez, si
vous vous trouvez dans un pays, vous avez décidé, vous avez choisi de vivre dans un pays, vous devez connaître les traditions, les coutumes, vous devez connaître le système de ce pays. La plupart des étrangers, quand ils sont là, ils essayent de s'enfermer un peu dans leur communauté. Eh bien, il faut s'ouvrir. L'intégration, c'est s'ouvrir à l'autre, essayer de partager, essayer d'être présent un peu partout dans tout le système. Autrement, c'est comme si on menait une double vie, une vie parallèle, et on n'arrive pas tellement à comprendre le pays là où on se trouve. Et la première intégration, c'est aussi à l'intérieur de sa famille. Mon mari était italien, donc ça m'a aussi permis de connaître l'autre, de connaître ses coutumes et de connaître aussi sa famille, à travers sa famille, de connaître l'Italie. Mais mon intégration avait déjà commencé depuis l'université et jusqu'à la spécialisation, puisque j'étais toujours et je voulais connaître, je voulais savoir comment fonctionnait le système du pays de l'Italie, c'est-à-dire le pays que j'avais choisi, le pays qui était devenu le mien, au fait. Sans occulter votre carrière politique? J'ai commencé avec les démocrates de gauche, petit à petit, et dans les institutions, commençons par conseillère au niveau de la municipalité. Et petit à petit, au niveau provincial, au niveau régional, jusqu'à arriver au niveau national. Et en même temps, je travaillais comme médecin ophtalmologue. Et donc, quand je suis arrivée au Parlement national, et je pouvais plus continuer à faire la médecine, et je pouvais plus continuer à exercer plutôt mon métier, ma profession, et continuer aussi à faire la politique. J'ai dû faire un choix. Donc, je suis restée à l'Assemblée nationale. Et quelques temps après, je suis entrée dans le gouvernement, l'État. Et l'histoire retiendra que je suis devenue la première femme noire et surtout la première personne d'origine étrangère et née à l'étranger dans un autre continent à faire partie d'un gouvernement italien. Et dès ce moment-là, les attaques ont commencé. J'ai subi beaucoup d'attaques. Je dois dire aussi que le fait d'être nommé, le fait d'être arrivé jusque-là, et ça dénote aussi de mes capacités, de mon parcours et tout, mais c'est aussi grâce au Seigneur que je continue toujours à remercier, qui m'a accordé cette grâce de pouvoir être la première noire et première noire dans un gouvernement, et ça n'arrive pas chaque jour. Et donc, le reste, je crois que vous le connaissez très bien. J'ai été attaquée, j'ai subi beaucoup d'attaques racistes. Quelque temps après, le gouvernement, l'État est tombé, et donc je suis partie aux élections. J'ai été élue au Parlement européen en devenant, au fait, et j'étais seule, la seule femme noire au Parlement. Et au Parlement européen, eurodéputée de l'Italie, et c'est une expérience qui m'a beaucoup offert, qui m'a beaucoup renforcé et qui a surtout renforcé mon parcours. Donc aujourd'hui, je crois que avec tout ce que j'ai fait comme parcours et me mettre au service de l'autre, être là et voir que mon pays a besoin, que le coronavirus est là et que l'Italie est en train de chercher des médecins, eh ben voilà, je dois reprendre cette casquette. Eh ben voilà, je dois dire merci au Seigneur de m'avoir accordé un si beau parcours, et moi, je dois me mettre à disposition des autres, puisque tout ce qu'on a, si on ne le partage pas avec les autres, je crois que cette joie n'est pas complète. Mais là où vous êtes véritablement distingué, c'est sur les questions migratoires. Pendant toutes ces années, je me suis beaucoup occupée du thème de l'immigration. Comment gérer d'une façon responsable le phénomène migratoire. Donc au niveau national, au niveau européen, mais même au niveau des Nations Unies. Et je me suis occupée aussi de la lutte contre le racisme. Et ça, c'était justement un thème qui m'a
qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup marquée, puisque j'ai commencé à mettre l'accent sur ce thème le lendemain de ma nomination au niveau du gouvernement italien. Et le troisième thème, c'est le partenariat. Comment renforcer le partenariat Europe-Union européenne et ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, en mettant l'accent sur les politiques de développement. L'Europe ne va-t-elle pas davantage fermer ses portes après la crise coronavirus ?